Je disais donc que nous allions poursuivre avec un échange avec les personnes que j'ai présentées tout à l'heure, avant le documentaire. Je pose la question de savoir si la Wiki Radio est avec nous. Elle a annoncé les intervenants et du coup, voilà. Ah, voilà, cette fois-ci, elle est avec nous. Bien, écoutez donc... vous avez vu ce documentaire réalisé par Philippe, qui est avec nous. Et donc, on vous propose d'avoir un échange avec des romanciers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on a trouvé intéressant de commencer par interroger un romancier qui, lui... s'intéresse finalement au futur depuis très longtemps et imagine le futur depuis très longtemps. Alain Damasio est auteur de science-fiction, comme je l'ai dit tout à l'heure, et on voudrait lui demander, après avoir vu ce documentaire, qu'est-ce que ça lui inspire ? Est-ce que lui, il est déjà au-delà de tout ça, de ce que nous venons de voir ? Alain. Bonjour à vous. Non, je ne suis pas du tout au-delà de tout ça. Moi, ça m'inspire énormément de saveur et d'humour, parce que quand on le revoit pour la deuxième fois, on est frappé par... c'est très fin en fait, on est frappé par toutes les mimiques, par toutes les arrière-plans ironiques que Philippe Borel a placés dans ce documentaire. Non, moi, ce qui me frappe le plus, c'est que bon, c'est des sujets qui pour moi sont pas neufs du tout, au sens où effectivement je travaille dessus depuis quand même une vingtaine d'années. Mais ce qui me frappe dans ce que les gens disent dans ce documentaire assez fou finalement, parce qu'on a un ensemble de déclarations complètement hallucinantes, c'est pour moi une sorte de flagrant délit de ce que j'appellerais une mythification, quoi. Alors on peut rajouter un S, on peut dire c'est une mystification, mais on est face à des gens qui sont en train de nous créer un nouveau mythe. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour moi, parce qu'ils recourent à une sorte de storytelling, c'est-à-dire une façon de raconter des histoires qui est très proche des mythes à la fois païens et à la fois que j'appellerais para-religieux ou para-catholiques. C'est-à-dire qu'on a par exemple un recours incroyable à la pensée magique, non seulement la pensée magique directe, c'est-à-dire le fait de se dire avec mon cerveau je vais déplacer ma souris comme ça, mais la pensée magique qui consiste à dire oulala, dans quelque temps je pourrais déposer ma mémoire dans le silicium, je pourrais déposer mes sensations dans la machine, etc., qui sont des choses qui d'un point de vue scientifique sont totalement aberrantes, quoi. Et il y a aussi tout un discours, vous l'avez vu, on le voit très bien dans le documentaire, que j'appelle para-religieux, moi, où on a d'abord, vous voyez, la figure extraordinaire du prophète. Alors c'est Ray Kurzweil, on le voit assis comme ça, avec la lumière, New Age derrière lui. Et puis ce prophète, il nous annonce la prophétie. Donc la prophétie, c'est quoi ? C'est l'avènement de la singularité, comme ça, en 2029, c'est-à-dire le moment où l'intelligence artificielle, soudainement, va émerger de l'océan de données dans lequel on nage, comme ça. Et puis, on a le retour de Dieu, l'avènement de Dieu aussi, donc c'est l'IA. Hein. Moi, j'aime bien parce que l'IA, ça fait Yahvé, vous voyez, si vous poussez un peu, vous avez Yahvé. Enfin, il y a un côté comme ça fabuleux, avec aussi, qu'on retrouve souvent dans la sphère religieuse, ce côté de mépris du corps, rejet du corps, fascination extraordinaire pour la dématérialisation. Toutes ces choses-là, on les retrouve fabuleusement. Et moi, ce qui m'intéressait, et ce que ça m'a déclenché ce documentaire, c'est de me dire, mais pourquoi, à ce moment-là de l'espèce humaine, on a besoin de créer ces mythes-là. Et au fond, le symptôme de ce documentaire, pour moi, c'est de dire on arrive à un seuil, effectivement, on arrive à un seuil de dépossession de nos vies par l'anthropotechnie, au sens large, c'est-à-dire par cette hybridation homme-machine. Et ce seuil étant franchi, on est entouré d'une sorte de technococon ou d'oignon technologique comme ça, multicouche. Et on se retrouve finalement comme au Moyen-Âge où on avait la nature qui était opaque, la forêt, on avait énormément de choses qu'on ne comprenait pas et on créait des mythes comme ça pour l'expliquer, pour faire le pont, le joint entre ce qu'on essayait de comprendre et ce qu'on ne comprenait pas. Et là c'est pareil, j'ai l'impression qu'on arrive à ce point où on est tellement dépossédé par la technologie, et notamment je pense à la production de données, au big data, le fait qu'on génère comme ça des données absolument monstrueuses, un océan de données dans lequel on se noie. Et par rapport à ça, on essaie de créer les mythes qui correspondent à ça, qui nous permettent de se réapproprier une forme de monde qui nous échappe. Donc c'est plutôt ce fragment, voilà, ce flagrant délit de mythification qui, moi, m'a frappé. Ouais. Merci Alain.
Florence, toi tu es plutôt, tu es pas un auteur ou une auteure de science-fiction, mais tu fais de la politique fiction, c'est ce que tu m'as expliqué, même si j'ai lu tes livres, que j'ai apprécié tes livres. Alors pour toi aussi, qu'est-ce que inspire ce documentaire avant que nous puissions demander à Philippe de réagir à vos propos? Bonjour à tous, je suis ravie de savoir qu'il y a autant de personnes qui ne sont pas très intéressées par le tennis et qui ont préféré être là. Je crois que j'ai déjà cassé le micro. Bon. Alors je vais essayer de ne pas casser celui-là. Voilà, pardon. Est-ce que la Wiki Radio pourrait implanter le micro dans la bouche de Florence? Non, surtout pas. Alors, moi j'avais pris toute une série de notes, mais je pense que c'est plus intéressant de rebondir sur ce que vient de dire Alain. Donc effectivement, moi je travaille à une échéance bien moins longue que la sienne, puisque je travaille à 5-10 ans, et que mon terreau privilégié, c'est l'économie. Et en fait, c'est quand même, pour moi, extrêmement en filigrane de tout ce que l'on voit dans ce documentaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire ces robots, et cette déification des robots proposée comme une solution à tout dès les premières secondes du film, c'est rien que la prolongation et le nouvel avatar d'une économie et d'une idéologie qui, depuis des années, des décennies, nous propose une seule chose et ne fonctionne autour d'une seule chose, qui est le culte de la performance. Alors nous-mêmes, nous devons être performants, nous devons nous conformer à certaines choses pour l'être. Nos corps sont devenus des machines. Regardez le nombre de personnes qui courent en permanence. Cette idéologie est vraiment partout. L'entreprise cherche la performance en tout, partout, y compris, et bien sûr, avant tout chez les personnes. Et quand elles ne le sont plus, il va y avoir les robots. Donc c'est vraiment la prolongation de cette idéologie-là qui est à l'œuvre aujourd'hui. Cette idéologie, elle a réussi à s'imposer depuis des décennies grâce à un taillage en pièces absolument permanent de toute pensée critique qui pourrait venir contester cette idéologie du progrès, du rendement permanent, du culte de la performance en tout, etc. Et on voit ça à l'œuvre aujourd'hui. Si vous commencez à contester un petit peu ce que fait la Silicon Valley, par exemple, etc. Donc, on va tout de suite essayer de vous ringardiser. Forcément, si vous êtes contre les robots, vous êtes contre le progrès, vous êtes rétrograde, vous voulez revenir à l'âge de pierre. Vous voyez comme le débat aujourd'hui et comment le système essaye de ramasser le débat pour que un discours et une discussion soient possibles, en fait. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver. Et c'est vrai qu'en tant que romancière, mais surtout en tant que citoyenne, en tant que personne qui a travaillé dans l'entreprise, qui connaît ces environnements-là, ce que je vois arriver, c'est la promesse d'un gouvernement par les algorithmes. Parce que cette économie, cette puissance de l'économie, elle a bien sûr infiltré la politique, qui aujourd'hui n'est plus qu'une chose, la recherche de l'optimisation. En tout, regardez la façon dont les politiques communiquent. Il faut optimiser les dépenses les dépenses publiques, il faut optimiser les dépenses de santé. Tout ça, c'est devenu un projet de société. Donc, ce que vous avez vu là, à l'image, c'est la matérialisation sur un champ de la société de cette logique-là. Et moi, mon cri d'alarme, et ce que j'essaye de faire avec mes livres, c'est de dénoncer en permanence le fait que là-dessus, il est très difficile de résister. Et c'est le rôle des artistes, c'est le rôle des documentaristes, des réalisateurs, et c'est le rôle des penseurs depuis toujours. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Cette économie, cette nouvelle idée, ce néolibéralisme nous a été vendu notamment parce qu'il allait nous rendre plus heureux, plus efficaces. On allait être dans le bien-être. Maintenant, on va pouvoir vivre plus longtemps. Peut-être même on va pouvoir devenir immortel. Et donc, nous avons lâché nos libertés fondamentales. Et aujourd'hui, avec le big data, ça va être la possibilité de choisir soi-même ce qu'on veut aller voir, la façon dont on veut s'éduquer, la façon dont nos enfants vont pouvoir choisir leurs études plus tard. Tout ça, ça y est, ça va être décidé par des algorithmes. Ça s'appelle des logiciels prédictifs. C'est en cours, c'est fait, c'est trop tard. Nous avons laissé faire cela.
Pourquoi ? Parce qu'on nous avait dit que ça allait être plus pratique, parce que ça allait être plus optimum, parce qu'on allait limiter le risque, parce qu'on allait avoir quelque chose qui est tout à fait adapté à nous. Donc, sous prétexte d'accéder à tout ça, nous avons lâché nos libertés. Et j'ai envie de vous dire, c'est un débat vieux comme le monde. Je vous ai amené ici un livre fondamental qu'on est en train de rejouer, qui est La Boétie, le discours de la servitude volontaire. Ce livre date de 1576. J'ai plein de passages à vous lire, je pense que je ne vais pas monopoliser le temps de parole, mais écoutez-le, enfin, lisez-le, et c'est vraiment ce qui est à l'œuvre aujourd'hui. Merci Flore. Alors voilà, tu viens d'avoir deux romanciers qui viennent de réagir à ton documentaire, Philippe. Alors maintenant, à ton tour, je te pose la question, qu'est-ce que leur réflexion t'inspire à toi, qui a rencontré ces gens qui nous parlent de transhumanisme? Alors déjà, il faut savoir que ça paraît délirant, mais depuis, Ray Kurzweil a été embauché par Google pour diriger le département prospective. Google a ouvert un département, une filiale consacrée à la longévité infinie, à l'automne dernier. Le jeune David Dalrymple, que l'on voit avec ses bagouzes un peu sectaires, il a trouvé des business angels, des investisseurs qui l'aident à créer sa start-up qui sera basée dans la Silicon Valley, alors qu'il poursuit son doctorat à Boston, et ainsi de suite. Sachant qu'en plus, à l'échelle européenne, l'expérience menée par David est menée aussi à Lausanne, à l'école polytechnique, ça s'appelle le Blue Brain Project, où on étudie de manière différente directement une colonne corticale du cerveau, neuronale, et qu'on dépense beaucoup d'argent à coût de centaines de millions d'euros pour à la fois en apprendre plus sur le cerveau humain, mais aussi alimenter l'émergence potentielle d'une soi-disant intelligence artificielle autonome. Donc on peut critiquer le côté un peu naïf du storytelling à l'américaine, comme ça, qui nous prend pour des enfants, mais c'est très bien pensé et on n'est pas forcément épargné en Europe. Je veux dire, il y a des chercheurs dans le domaine de la sociologie qui travaillent à l'acceptabilité de toutes ces technologies, comment faire qu'on en ait envie, besoin. Alors c'est comme les lobbies, on dit que le lobbying n'est pas exclusivement celui du néolibéralisme et des entreprises. L'acceptabilité pourrait être aussi au service des intérêts du commun, c'est-à-dire de l'intérêt général, mais on s'aperçoit que, comme pour le lobbying, c'est souvent l'agenda des plus puissants qui passe en priorité. Et du coup, moi je me demande s'il n'y a pas une stratégie ou des stratégies à l'œuvre derrière tout ça, et ça pose plutôt une question politique en fait. Nous prendre pour des enfants à l'infini et essayer de nous faire gober des choses énormes, et ça marche sur le marché, ça fonctionne sur le marché, et tout étant devenu marché, marchandise, même l'humain, finalement, même au niveau politique, aujourd'hui, on est devenu des consommateurs, quoi. On consomme une fois tous les X années une offre politique, marchande, voilà. Mais derrière tout cela, quels sont les intérêts à l'œuvre ? Et du coup, je m'intéresse à des livres comme celui qui est paru, c'est un tout petit éditeur, Gouverné par le chaos, ou L'ingénierie sociale au service de la mondialisation, où finalement on s'aperçoit que depuis les années 20, des techniques de management, des techniques de psychosociales, comportementales ont été de plus en plus affinées, mises en application après avoir été théorisées, pour gouverner par la peur, c'est-à-dire nous faire perdre des repères, nous faire perdre notre capacité de nous projeter dans l'avenir, de nous organiser en collectif, donc individualiser, atomiser la société, lui faire perdre ses repères et la maintenir dans un état de sidération, c'est-à-dire de ici et maintenant, mais dans la capacité de se projeter, de se désidérer, c'est-à-dire de désirer autre chose, avec une vision d'avenir qui fasse sens commun d'un ensemble qui a été morcelé, émietté. Voilà. Donc ces techniques, elles existent, elles sont appliquées au sein de l'entreprise, elles sont appliquées au sein du marché publicitaire, du marketing, à travers tous les écrans que nous fréquentons de plus en plus partout, quotidiennement. Et du coup, finalement, qui décide aujourd'hui
de ce qui relève de questions politiques. La question de la robotisation, on nous dresse aujourd'hui le spectre d'une nouvelle vague d'automatisation, de robotisation, avec des algorithmes, des robots qui vont non plus simplement s'attaquer au col bleu, les ouvriers, ça s'est déjà fait largement, hein, au-delà de la problématique de la délocalisation, mais maintenant au socle même de notre société occidentale, c'est-à-dire la classe moyenne, les cols blancs. Et là, on nous annonce une nouvelle vague qui va laminer cette classe moyenne. Finalement, avec les protocoles qu'on subit de plus en plus dans chaque profession, y compris même à la télévision, on nous dit il faut surtout plus penser, il faut être efficace. Donc il faut suivre le protocole. Mais finalement, en suivant le protocole, on est substituable à moyen terme par une machine, puisqu'un algorithme pourra très bien remplacer un journaliste qui ne fait que brasser les infos comme ça de manière machinique. Donc l'urgence, c'est arriver à recréer du lien, des espaces politiques de discussion, recréer des envies, des projections qui nous fassent sortir de cette sidération en fait. Voilà. Ça, c'est mon analyse aujourd'hui. Et il se trouve que, après avoir réalisé donc Un monde sans humains, j'ai senti l'urgence d'un contre-champ du côté de ceux qui œuvrent un peu partout dans le monde pour inventer d'autres paradigmes, d'autres manières de faire. C'est l'urgence de ralentir que vous pouvez aujourd'hui retrouver sur le web, puisque tous les films passent sur Arte, mais après je m'arrange pour qu'ils soient piratés et restent accessibles gratuitement de tous. C'est important parce qu'un film, c'est pas seulement un produit, un one-shot à l'antenne, c'est dans la durée, ça doit provoquer des rencontres, des débats et être un moment à la fois humain et politique. Ça me paraît essentiel. Donc l'urgence de ralentir, vous le trouverez facilement, même s'il y a un éditeur derrière qui combat, qui demande à YouTube, Google de chasser les pirates, mais on s'en fout. Il y a toujours quelqu'un pour le remettre. Et là aujourd'hui, je ressens instinctivement, intuitivement l'urgence de me consacrer à ce qui s'appellerait un monde sans travail, point d'interrogation, qui serait le 3e épisode d'un triptyque qui a commencé avec Un monde s'en fout, il y a déjà 4 ans. Et pourquoi ? Parce que la question du travail, elle est centrale dans nos vies. Et finalement, on peut se poser la question de, est-ce que ça ne serait pas le biais, le cheval de Troie pour terminer de transformer l'humain dans le sens du marché, mais en même temps, est-ce que ce ne serait pas une chance avec cette vague de robotisation qu'on nous annonce et tous les pièges, tous les effets de prophétie autoréalisatrice qui vont avec, ce ne serait pas une chance de repenser dans quelle société on veut vivre ? La technologie, j'ai rien contre, moi aussi je suis addict avec mon iPhone, j'ai pas de tablette encore, mais voilà. Mais en fait, la question, c'est la question du sens. Dans quel monde on veut vivre ? Voilà, je terminerai là-dessus. Et ça demande d'être débattu dans toutes les assemblées, jeunes ou moins jeunes, mais c'est l'urgence, selon moi, ici et maintenant, aujourd'hui. Merci Philippe. Alors je regardais avec vous d'ailleurs les questions que vous posez et qui s'affichent à l'écran. Et il y en avait une là qui est passée il y a quelques minutes qui est tout à fait intéressante. C'est après avoir vu un film comme ça, comment ne pas devenir technophobe ? Comment dire, ne pas refuser finalement les progrès technologiques. Et quand on a préparé ce temps ensemble, Alain Damasio me disait qu'une des fonctions que pouvait finalement avoir la science-fiction, c'était nous permettre de nous acclimater à ce qui est en train d'arriver. Alors peut-être, Alain, tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus. Oui, il y a plusieurs choses. Moi, j'aimerais revenir aussi sur le thème. Je trouve le thème de cette table ronde excellent au sens où on dit l'imaginaire des technosciences. Pour moi, quand on est écrivain de science-fiction, et particulièrement aujourd'hui, pour moi c'est un âge d'or de la science-fiction aujourd'hui, on a une responsabilité absolument capitale, à mon sens, c'est qu'on a un pouvoir de scénariser le futur. C'est-à-dire qu'on a la capacité à projeter des modèles et à essayer d'anticiper ce qui peut se passer, soit sous forme d'utopie, de dystopie, de critique, etc. Et la science-fiction est très forte pour ce côté-là spéculatif. Et du coup, la question qu'on se pose quand on écrit, c'est se dire, est-ce que si je parle par exemple de gens qui portent des technogreffes, je ne suis pas en train d'acclimater mes lecteurs à l'arrivée des technogreffes? Est-ce que je ne suis pas en train d'acclimater ou de rendre acceptable un certain nombre de choses que, par ailleurs, je condamne? Donc du coup, la responsabilité, elle est claire pour moi. Moi, je ne suis pas technophobe ou technophile, je pose la question en tant qu'auteur de science-fiction de dire qu'est-ce que la technologie change dans mon rapport au monde, dans mon rapport aux autres, et même dans mon rapport à soi. Qu'est-ce qu'elle vient changer? Qu'est-ce que le paradigme technologique vient changer? Et du coup, je suis confronté avec le transhumanisme, avec ce qu'on a vu là, avec des gens qui produisent eux aussi des formes de récits, qui produisent des formes de mythification, comme je l'ai dit,
qui produisent des fictions, mais sauf que ces fictions, on pourrait en rire, on pourrait les mettre à côté de mes livres en disant, bah, tiens, il y a une fiction là, une autre fiction là, c'est du divertissement, c'est sympathique, etc. Mais en fait, on voit, il y a des intérêts financiers derrière extrêmement forts, il y a des lobbies, il y a une puissance extrême pour véhiculer ce scénario-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur pouvoir de scénarisation, ils l'utilisent pour préempter le futur. Voilà. Ils l'utilisent pour prescrire le type de futur qu'ils souhaitent voir advenir. Et ils ont les moyens de le faire, parce qu'ils travaillent à Google, parce qu'ils travaillent dans des très grosses firmes américaines, et ils ont les moyens d'essayer de mettre en place ce qu'ils sont en train de prédire. Donc c'est la prophétie autoréalisatrice, voilà ce qu'ils font. Et nous, en tant qu'auteur science-fiction, en tout cas moi, en tant qu'auteur science-fiction engagé, et clairement faisant de la politique fiction, pour moi, il y a un combat des imaginaires à mener. Voilà. Ce combat des imaginaires, ils l'ont lancé, ils l'ont créé, ils l'ont mis en œuvre, et dans ce documentaire, on le voit. Et nous, on a à se positionner dans ce cadre imaginaire et à dire quel type de futur on est en train de créer. Et on a des ressources fabuleuses qui ne sont pas simplement des ressources argumentatives, parce qu'on a beaucoup de livres existants qui argumentent sur les dangers du post-humain, du transhumain, etc. Nous, notre force, c'est qu'on peut s'appuyer sur les personnages, sur l'identification à ces personnages. On peut s'appuyer sur un mode de récit qui peut être polyphonique, qui n'est pas simplement le récit d'une personne réussissant à s'en sortir dans un monde, etc. On peut s'appuyer sur un style, on peut s'appuyer sur des affects, des mises en récit des affects. Et toutes ces variables-là font qu'on va faire sentir, deviner, apprécier et rendre surtout désirable un futur autre que celui qu'on est en train de nous vendre, qui est un futur marchandisé, technoscientifique, etc. Donc, on a cette responsabilité très forte, quoi. Et moi, dans mes livres, une des principales choses que j'essaye de faire, c'est de mettre en récit la résistance, de mettre en récit des groupes humains qui travaillent ensemble, qui se défoncent ensemble, qui militent ensemble pour réagir au type de société qu'on est en train de mettre en place. Voilà. Donc on essaye de prendre un peu d'avance. Moi j'ai fait un livre qui s'appelle La Zone du Dehors, qui se passe en 2084, et qui par exemple essaye d'anticiper la généralisation de la société de contrôle, essaye d'anticiper la sporulation indéfinie des tours panoptiques, des systèmes de caméras de surveillance, du fichage RFID, de la façon de mettre des capteurs partout dans la ville, et qui essaye de montrer comment on peut changer ça, comment on peut vivre autrement, et surtout proposer un futur alternatif à celui-là. Voilà, donc on a vraiment un rôle pour désincarcérer le futur de la vision qu'ils sont en train d'en donner. Parce que ce qu'on a vu là, c'est quand même un sacré tissu de bullshit quand même, hein. C'est extraordinaire. Et ce tissu de bullshit, je peux vous dire qu'il a un sacré rayonnement aux États-Unis, et il commence à en avoir un sacré rayonnement aussi en Europe. Donc c'est très important de le prendre au sérieux, et de se dire que nous, écrivains, nous, artistes, nous, réalisateurs, on a un rôle à jouer là-dedans. Alain, dans ton livre « La zone du dehors », le chef de la résistance, parce que même si elle est partagée de manière un peu plus démocratique, sous la forme de démocratie directe, il est quand même digéré, à un moment récupéré par le système. Ouais, tout à Et fait. du coup, il y a toujours cette idée-là, même dans plusieurs romans d'anticipation, de récupération de la résistance pour un nouveau mode de gouvernement, enfin comme quelque chose qui serait cyclique comme ça, toujours. Ouais, tout Et à fait. qu'ils auraient toujours, ça fait un peu conspirationniste, mais ceux qui définissent les agendas, on va dire, auraient toujours un coup d'avance. C'est à nous de reprendre un coup d'avance. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, dans les années 70, il me semble que la militance, que beaucoup de groupes politiques avaient un coup d'avance. Et que ce coup d'avance, on l'a perdu. Ils ont récupéré la main et ils ont, eux, le coup d'avance. Et notamment, ils ont le coup d'avance parce qu'ils préemptent les imaginaires. Je pense que le combat des imaginaires est quelque chose d'extrêmement important. Et de plus en plus important parce qu'on vit de plus en plus dans un monde virtuel, on vit de plus en plus dans une civilisation de loisirs où la construction des imaginaires des adolescents à travers le jeu vidéo, à travers les séries télé, à travers les films, à travers les livres, et cette construction imaginaire-là, si on ne se rend pas compte de la responsabilité qu'on a là-dedans, on laisse la main à ceux qui vont nous créer les récits enfantins, articulés à la pensée magique, qui fonctionnent et dont les gens ont besoin pour essayer de supporter la vie qu'on leur fait mener. Donc ça, moi, ça me paraît vraiment grave. Moi, ce qui me frappe aussi dans ce film-là, c'est effectivement, il y a des pensées très enfantines qui sont véhiculées, mais qui s'appuient sur des mythes très anciens, quoi. Par exemple, vraiment ce désir antique d'être Dieu, quoi, cette espèce de pulsion démiurgique qu'il y a à travers, où on veut contrôler les objets par la pensée, on voudrait subvertir les cadres ontologiques de l'existence humaine, c'est-à-dire ne plus supporter la maladie, ne plus vieillir, ne plus mourir, dépasser la mort, pouvoir se télécharger, l'immortalité numérique, toutes ces choses-là. Vous voyez ce qu'il y a derrière, cette espèce d'envie enfantine de dépasser sa condition humaine, au lieu d'incarner cette condition humaine, au lieu de la porter. Et moi, une des choses que j'essaie de développer face aux transhumains, c'est de dire, voilà, il faut être très humain et développer un très humanisme, c'est-à-dire se dire, l'être humain a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie intense, riche et féconde. Il a tout, on a tout. Simplement, on ne va pas au bout de ce qu'on peut,
on nous apprend parfois pas à aller au bout de ce qu'on peut, et on nous dit vous êtes fondamentalement handicapé, donc prenez de la technologie pour augmenter vos capacités et vous vivrez mieux. Non, on ne vivra pas mieux, il faut habiter, incarner ce qu'on est et vivre avec toute la puissance de notre humanité. Et c'est comme ça qu'on se rendra compte de la vanité de tous ces développements transhumanistes. C'est moi le chef, Philippe. Je dis c'est moi le chef. Et donc je veux passer la parole à Flore. En lui demandant si elle aussi, en tant que romancière, elle vit et elle travaille avec l'idée de finalement, au travers ses fictions, ses politiques fictions, elle essaie de faire passer d'autres imaginaires à sa façon pour peut-être faire en sorte que l'agenda politique dont parlait Philippe tout à l'heure soit rempli de choses qui nous concernent plus et pour notre bien commun. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie question aujourd'hui qui est celle effectivement de l'imaginaire et de la façon dont on est capable de comprendre ce qui se passe et de se projeter dans l'avenir. Alors bien sûr, moi en tant que romancière, ce que j'essaye de faire avec mes histoires surtout, c'est de décrypter ce qui se passe, c'est de pointer sur un problème, de le décrypter pour des personnes qui n'ont pas le temps, parce que justement, elles sont dans la vraie vie réelle, qui vous demandent d'être tout le temps disponible, tout le temps efficace, d'être submergé d'informations qui en général ne sont pas très importantes, mais qui sont souvent là pour que vous ne réfléchissiez pas à ce qui est important. Donc moi, j'essaie de créer des histoires qui créent des espèces de clash, j'ai envie de dire, pour que vous preniez, pour que mes lecteurs prennent conscience de certaines dominations à l'œuvre. J'essaie de montrer ça, j'essaie de montrer que, et même sur cette thématique-là, qu'on est dans un consentement, donc c'est la fabrique du consentement, Chomsky parlait, mais qui est à l'œuvre aujourd'hui. On est dans un renoncement. Nous avons renoncé à nous battre contre ces idéologies-là. Et notamment, moi, j'utilise souvent des personnages qui sont des personnages qui seraient, soi-disant, dans une espèce de puissance, parce qu'ils ont réussi, parce qu'ils sont dans des sphères économiques avancées, etc., mais qui, en fait, sont toujours très creux, et on me dit toujours que mes personnages sont creux au possible, sont des caricatures, sauf que je suis submergée de courriers de lecteurs qui me disent « mais moi, c'est mon copain que vous avez décrit, mais moi, c'est ma femme, mais moi, c'est... » Et juste, c'est des vrais gens, quoi. Donc, j'aime bien. Et c'est vrai que j'essaie d'illustrer, en fait, là où on est... Non, c'est parce qu'ils ont reconnu la lettre que je t'ai envoyée. Quand je te disais, c'est ma femme que tu as décrite. Okay. Mais c'est vrai que j'essaie de mettre à l'œuvre, en fait, les choix qui sont face à nous. Et aujourd'hui, on a le choix de renoncer, c'est-à-dire d'accepter ces choses qui nous arrivent, de ne pas faire le lien entre l'iPhone qu'on achète et la perte de liberté qui va immédiatement s'y attacher, le fait de ne pas dire « Ah, chouette, mon assurance va me mettre un GPS gratuit dans ma voiture, chouette, j'ai un nouveau GPS et j'ai même pas besoin de le payer. » Oui, mais maintenant, elle sait où vous allez, elle sait combien de kilomètres vous faites chaque jour, elle sait où vous allez, combien vous dépensez pour ça, elle sait quand vous n'avez pas payé une amende, etc. Est-ce que vous avez envie de lâcher ça? Et en fait, moi, j'essaie de montrer que tous les jours, on fait des choix entre renoncer à nos libertés pour un peu plus de confort ou défendre nos libertés, quitte à en payer le prix. Et dans mes livres, j'essaie de montrer ces affrontements-là entre une logique de servitude volontaire, encore une fois, la Boétie, 1576, et cette possibilité d'émancipation, mais qui passe par une rébellion et qui passe par un certain nombre de deuils. Non, nous ne sommes pas immortels. Non, nous ne sommes pas puissants. Non, nous ne sommes pas performants. Oui, nous sommes des êtres faillibles. Et tout ce que je vois, et qui était là aussi dans ce documentaire et dont vous avez parlé, c'est la préemption d'un discours religieux, parce que la religion, et je suis bien placée, je pense, aujourd'hui, pour en parler, a disparu chez ces gens-là. Il n'y a plus de débat éthique, il n'y a plus de connexion à ce qui est vivant. Et voilà, et donc moi j'essaie de montrer ça dans mes livres, justement en mettant à l'œuvre des gens qui doutent, qui bataillent, qui renoncent, qui pleurent, qui se questionnent face à cette absurdité, plein de choses que dans la sphère collective, nous ne faisons plus parce qu'il n'y a plus d'espace pour ça. Merci Flore. Pour finir avec toi, Philippe, te redonner la parole
à la fin de cette table ronde sur ton documentaire. Les personnes que tu as filmées, c'est des vrais gens? Parce que celui qui mange ses carottes râpées, là, John Smart. et qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir s'implanter une puce qui lui permettra de commander son frigidaire, il s'appelle Smart. C'est une blague? Non, non, non. C'est pas une blague. Non, des fois, la réalité est plus forte que la fiction et on peut en rire, oui, parce que des fois, ça dépend où on se place. On peut le regarder à différents niveaux, mais moi, je trouve que c'est une tragicomédie et qu'il vaut mieux en rire, quitte à digérer ce qui est à l'œuvre, que de tomber dans la dépression. En fait, c'est une société de l'utérus géant, c'est la société de la mère où il faudrait retourner à un stade quasi utérin, où il n'y a plus de père au sens de retour du réel, et où les émotions seraient maintenues à une espèce de niveau comme ça, gérable, quantifiable, mesurable, supportable pour le système. Et finalement, la cybernétique, comment il s'appelait, Wiener, c'est ça? Ouais, 42, c'est le MIT déjà. Et il disait quoi? Finalement, l'homme capable du pire. Et ils n'avaient pas vu Hiroshima encore, et ils ne savaient pas pour les camps vraiment. Mais c'est à ce moment-là que ça commence à être réfléchi. C'est les années 50, l'alliance de psy, de médecins qui vont travailler, réfléchir à ce que sera la cybernétique. Et à un moment, dans les années 60, des gens comme Edgar Morin tombent dans le panneau. Enfin, je ne sais pas, j'étais pas né encore au début des années 60, mais j'ai entendu dire que... Et ça préfigure quelque part la naissance du mouvement transhumaniste, qui va d'abord naître du côté de la Silicon Valley, dans la mouvance post-hippie. Ils ont pris plein de drogues, alors des fois c'était pour faire de vraies études, d'autres fois c'était pour vraiment explorer d'autres manières de voir le monde. Mais cet aspect-là, utopiste, a été complètement dévoyé par les intérêts du marché. Et c'est en cela que ça pose question et que ça fait diversion en fait. Il s'agit de faire diversion sur un processus qui est déjà en cours. Et je trouve intéressant justement d'explorer ce processus sous plein de facettes différentes. Voilà. Et à travers des films, des livres, en tout cas en ce qui me concerne, à travers des films. Merci Philippe pour ces quelques propos qui vont permettre de clôturer ce moment d'échange avec vous. J'en profite pour corriger un d'entre vous qui a posé une question, donc il faisait une remarque en disant que l'immortalité c'était long, surtout vers la fin. En fait, la blague, c'est l'éternité qui est longue, surtout vers la fin. Merci à toi Philippe pour ce documentaire. Merci de nous avoir invités, en fait, voilà, c'est surtout ça. Et encore une fois, je fais la publicité pour ce que tu fais, parce que je crois que tu fais des choses de grande qualité qui font réfléchir. Et donc, je vous invite à regarder la version longue, parce que c'est long comme l'éternité, ces documentaires, sur YouTube, puisqu'il est accessible, comme il l'a dit. Le suivant est tout à fait passionnant aussi, hein. Voilà, l'urgence de ralentir, j'aime beaucoup ce titre. Merci à Flore et merci à Alain de nous avoir tenu des propos qui finalement nous rendent peut-être plus optimistes et en se disant que la bataille qui est devant nous, c'est celle de l'imaginaire et qu'il n'y a aucune raison qu'on perde cette bataille. Je vous remercie.